Mangez-le. Je suis en amour avec la trame sonore déjà juste de la bande-annonce. Et Christian, bonsoir premièrement. Bonsoir Camille. Si les auditeurs avaient pas soupé, fallait le faire avant 19h04 parce qu'à partir de maintenant, ce soir, on va parler de deux personnages. Donc Dahmer, le cannibale et le boucher. Oui, le boucher de Plainfield qui s'appelle Ed Gein. On va diviser notre émission de ce soir avec ces deux portraits. Pourquoi Ed Gein? Parce que à un moment donné, Ed Gein est un personnage qui fait exception dans l'histoire criminelle américaine et même, je te dirais peut-être exception dans l'histoire criminelle mondiale. C'est vraiment un cas d'exception. Et dans la série, sur Jeffrey Dahmer, à un moment donné, on évoque Ed Gein. Je vais pas trop livrer de détails parce que je vais pas vendre la mèche aux gens qui ont pas vu la série. Toi, as-tu l'occasion de voir le premier épisode? Non, j'ai pas. Non, je voulais me faire ce devoir-là hier soir, mais je n'ai pas eu l'occasion. C'est parce que là, j'ai le dilemme aussi d'attendre mon chum. Les deux, on n'est pas sur les mêmes horaires. Là, fait que je veux l'écouter avec lui absolument. Et la raison pourquoi j'ai décidé de séparer notre émission de ce soir avec ces deux portraits, parce que je pense que c'est très intéressant de parler de Ed Gein. C'est un personnage tellement d'exception. Et parce que, bien sûr, on l'évoque dans la série Dahmer. Et en même temps, je voulais ne pas trop parler de Jeffrey Dahmer et en même temps, ne pas en parler serait un peu criminel quelque part parce qu'on parle tellement de la série. Donc, je veux pas être redondant pour ceux qui ont vu la série et en même temps, je veux pas vendre la mèche à ceux qui ne l'ont pas vu. C'est vraiment généreux de ta part. Donc, c'est vrai que Jeffrey Dahmer, on écoute la bande-annonce et au-delà de la musique, on se dit, est-ce que c'est une histoire de sandwich, parce que on parle beaucoup du sandwich. En réalité, il faut savoir que Jeffrey Dahmer n'avait pas mérité son titre dans la presse pour rien. On l'avait surnommé le cannibale de Milwaukee. Donc, on comprend toute l'importance de l'histoire de ce sandwich dans la série. Je reviendrai pas là-dessus, je vais laisser les gens le découvrir. Mais cette série, elle est... je te donne mes opinions personnelles par rapport à la série. Ça n'engage que moi, bien sûr. C'est une série, comme tu l'as dit, qui est une production originale de Netflix. C'est une série en 10 épisodes d'1 heure. Ça met principalement en vedette Evan Peters, qui joue le rôle de Jeffrey Dahmer, Molly Ringwald et Richard Jenkins. Tous les comédiens sont vraiment excellents et Evan Peters, dans le rôle de Jeffrey Dahmer, il est hallucinant. C'est un très bon acteur pour faire plusieurs rôles. J'ai parlé hier d'American Horror Story. Il y en a qui ont dit X-Men, oui, mais dans des rôles très dramatiques là et dans du gore, on va dire ça de même là, il est à sa place. Et puis il est criant de vérité, c'est-à-dire, bien sûr, il y a le maquillage, tout ça, il ressemble à Jeffrey Dahmer, mais il est également très absent, il joue bien ce rôle du psychotique un peu absent. Ouais. C'est vraiment remarquable, c'est-à-dire il y a rien à déprécier le rôle des comédiens, ils sont tous vraiment excellents. Personnellement, j'ai trouvé que la série était un peu longuette. Et là, encore une fois, ça n'engage que moi. Donc, 10 épisodes d'1 heure. Je pense que tout ça aurait pu tenir en 6 épisodes ou 7 épisodes. 10, ça me paraît un peu long. Mais c'est vrai aussi que la série fait le tour complet de la vie de Jeffrey Dahmer. On le voit à sa naissance jusqu'à son décès. Donc, tous les moments de sa vie sont présentés. Sa petite enfance, son adolescence, sa vie adulte, ses pulsions. On va dans la psychologie du personnage, qui il est. Donc, c'est ardemment développé. Tout ça, c'est très bien. C'est relativement précis par rapport aux faits. Je précise que je suis pas un spécialiste de Jeffrey Dahmer parce que pour moi, j'ai suivi bien sûr ce fait divers comme plein de gens sur la planète l'ont suivi, là, tous ceux et celles qui s'intéressent aux crimes un peu sordides. On a été fascinés par l'histoire de Dahmer, mais en ce qui me concerne, dans l'affaire de Jeffrey Dahmer, même si à un moment donné, il dit, il y a quand même un petit aspect extraordinaire quand il dit je vais créer des zombies sexuels, je vais lui percer des trous
trou dans la tête puis verser de l'acide dedans. Mais ça reste un fantasme et non pas une croyance comme c'est le cas, par exemple, avec les crimes occultes et sataniques. OK, il ne se jouait pas le docteur Frankenstein. Non, donc, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse dans l'histoire des crimes, c'est bien sûr leur aspect occulte et surnaturel. Et dans l'affaire de Jeffrey Dahmer, mis à part cette idée de je vais me faire des zombies sexuels, qui reste, comme je l'ai mentionné, plus un fantasme qu'une croyance, il n'y a rien de très occulte là-dedans. Tous les crimes de Dahmer, on peut voir en filigrane de la vie de Dahmer, de sa carrière, entre guillemets, criminelle, cette peur de l'abandon. C'est toujours ce qui va le motiver, hein, cette peur d'être délaissé, que les gens l'abandonnent, et il veut tellement garder les gens autour de lui qu'il va jusqu'à les tuer pour conserver des parties de ces gens-là, et même la symbiose va plus loin. Il les mange, hein, dans un certain moment, il va manger des organes de ses victimes pour avoir cette espèce de communion avec cette personne qui est décédée. Donc, Jeffrey Dahmer, il y a quand même quelques éléments qu'il faut toujours se rappeler, puis je l'ai souvent mentionné, quand on regarde des séries, puis tu l'as également soulevé au début de l'émission, quand on regarde des séries ou qu'on regarde des films où l'on dit basé sur une histoire vraie ou basé sur la vie d'un tel ou tel personnage, il faut toujours se rappeler qu'il y a une certaine liberté au niveau de la scénarisation, puis il y a beaucoup d'éléments dans la vie de Jeffrey Dahmer, principalement dans sa vie personnelle. C'est un individu très introverti, très solitaire, donc on doit combler les vides pour lesquels on n'a pas de témoignage. C'est ce que faisait vraiment Jeffrey Dahmer entre les quatre murs de son appartement. Quand il n'y a pas de témoin, ça reste un peu une espèce de fantasme du scénariste d'ajouter tel ou tel élément. Donc, on peut se baser sur les transcriptions qui existent, qu'on peut se procurer. On a même fait un livre de l'évaluation psychologique de Jeffrey Dahmer qu'on a publié. Donc, il existe un ouvrage qui est l'évaluation complète psychologique de Jeffrey Dahmer avec les conversations qu'il a eues avec les psychologues. Donc, on peut se procurer ça et on peut voir un peu le personnage tordu, quels étaient ses fantasmes. Mais il y a quand même des éléments où, à un moment donné, le scénariste doit combler les vides. Et puis là, évidemment, on va agiter les méninges pour créer des situations un peu sordides ou un peu gore, et c'est vrai que c'est le cas. Donc, cela étant dit, c'est une très bonne série. On a pris quelques libertés à certains moments. On couvre bien la vie de Jeffrey Dahmer. J'ai trouvé, malgré tout, qu'il y avait quelques longueurs. Et j'avoue que je ne comprends pas, et là je l'admets volontiers, je ne comprends pas. J'ai pu voir, comme toi, bien sûr, l'intérêt que soulève cette série dans les médias. On en parle un peu partout. Mais je vois que des gens ont été un peu comme dégoûtés et effrayés par cette série-là. J'ai même vu une antenne de nouvelles qui disait des gens n'ont pas pu aller au-delà du premier épisode ou du deuxième épisode. Et ça m'a un peu surpris parce que tout est suggéré dans la série, mais on ne voit pas grand-chose. OK. Par exemple, Jeffrey Dahmer prend par exemple une perceuse et là sa victime est à moitié droguée, incapable de bouger, et là Dahmer lui explique, je vais te percer des trous dans la tête puis te vider de l'acide puis je vais faire de toi un zombie. Mais on le voit pas. Il tient la perceuse dans les mains, mais on le voit pas, cette séquence-là. Et je dois t'avouer qu'il y a rien dans cette série-là, tout de suite je le dis aux auditeurs, il y a rien de gore dans la série, dans la mesure à l'écran, à l'image, dans le propos, oui, dans les commentaires que font les comédiens durant le procès, on cite des éléments, mais jamais vraiment dans la série on voit Jeffrey Dahmer avec une scie en train de couper quelqu'un ou quelque chose comme ça. Donc, je te dirais que dans des films ou d'autres séries plus macabres, je pense par exemple à des films Vendredi 13 ou Massacre à la tronçonneuse, on a vu des scènes beaucoup plus sanguignolantes que ce que l'on peut voir dans la série de Jeffrey Dahmer. C'est peut-être probablement que le dégoût des gens est probablement à cause de la proximité que l'on a avec le crime. C'est ça. Justement, hier, j'étais à TVA et on parlait justement de cette série, puis je discutais avec les gens. Puis c'est drôle parce que si on regarde des photographies qui ont été prises à l'époque de Jack l'Éventreur, par exemple, on est en 1888, on regarde ces images-là et c'est un autre siècle, c'est une autre époque. On a comme une espèce de détachement par rapport à ça. Alors que les crimes de Jeffrey Dahmer, c'est une proximité, hein. C'est nous aujourd'hui.
C'est pas quelque chose d'un autre temps, d'une autre époque. Et c'est probablement cette proximité et le fait, bien sûr, de savoir que ce que l'on voit à l'écran est basé sur une histoire vraie. Et je peux te dire, même si je ne suis pas un spécialiste de Jeffrey Dahmer, je connais assez bien cette histoire-là pour te dire que les scénaristes ont quand même conservé, je te dirais, à 80-90%, on a ciblé les faits. Donc, on a un 10 à 15% peut-être ou 20% de fantasmes, mais le reste, on est sur les faits historiques. On est très proche de la réalité. Et c'est peut-être ce fait-là de savoir que ces crimes-là sont tout à fait vrais. Ils sont vraiment sordides. Le personnage de Jeffrey Dahmer est vraiment un personnage horromorme. Donc, c'est probablement tous ces éléments-là qui font que certains individus ont senti un malaise en regardant la série. Mais, je vous rassure tout de suite, si vous hésitez à regarder la série Dahmer parce que vous craignez qu'on sombre dans le sanguignolant, c'est pas le cas. Il y a pas d'explosion d'hémoglobine dans le film. Non, on voit pas ça. Okay. Mais on voit bien sûr tout le cheminement et on comprend bien l'horreur des crimes parce qu'ils sont décrits de manière assez explicite. Hein. Soit Jeffrey Dahmer les décrit, soit que les policiers les décrivent, soit qu'on en parle durant le procès, soit que Jeffrey Dahmer fait des commentaires hein, parce qu'on parfois on est dans sa tête et on l'entend réfléchir. Donc, à travers tous ces éléments-là, on peut évaluer l'aspect monstrueux des crimes, mais on le voit pas vraiment à l'écran. Donc, si ça c'était l'argument qui fait que des gens ont hésité, ben je vous le dis, n'hésitez pas à regarder la série. C'est une très bonne série, même si personnellement je l'ai trouvée un peu longue, mais on comprend, on devait faire 10 épisodes, puis on a fait 10 épisodes, puis bon, c'est parfait comme ça. Là. Qui est ce Jeffrey Dahmer? Pour les gens qui ne le connaissent pas, puis qui entendent parler de la série, puis on se pose la question, mais qui est Jeffrey Dahmer? Mais comme je l'ai mentionné, il a été surnommé par la presse le cannibale de Milwaukee. La presse aime bien trouver des titres hein, comme ça, hein, c'est l'étrangleur de Boston, les éventreurs du Yorkshire. Tu sais, on aime, la presse aime trouver des noms qui vont frapper l'imaginaire. Le sensationnalisme, Christian. Bien sûr, et donc ça vend bien. Donc dans le cas de Jeffrey Dahmer, c'était le cannibale de Milwaukee. Il est né à Milwaukee en 1960 et il est l'aîné d'une fratrie de 2 garçons. Il a un frère plus jeune que lui de 5 ans, presque 6 ans, qui s'appelle David. Et ses parents, c'est Lionel et Joyce Dahmer. Lui est chimiste, elle travaille dans l'administration, la comptabilité. Et c'est un couple assez dysfonctionnel, mais en même temps que c'est un couple dysfonctionnel, il n'est pas trop dysfonctionnel. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous place dans une situation qui est malheureusement pas suffisamment abordée dans la série, mais puis peut-être que c'était pas non plus la place pour l'évoquer, mais il faut savoir que lorsque l'on parle de tueurs en série, il y a une espèce de débat dans les milieux de la psychologie. On sait que 2 éléments vont contribuer à faire un tueur en série. Il y a l'environnement et la génétique. Mais quel est le plus important? Est-ce que l'ADN prévaut sur l'environnement ou l'environnement prévaut sur l'ADN? Et je me rappelle, à un moment donné, lorsque je faisais mes séries sur les tueurs de l'occulte, tout ça, je me suis retrouvé avec un psychologue qui travaille avec le groupe de profilers du FBI et je me rappellerai toujours la phrase qu'il me dit, il dit, tu sais, il dit, tous les tueurs en série sont des psychopathes, mais tous les psychopathes ne sont pas des tueurs en série. Donc, on voit bien que la génétique est un élément important, mais l'environnement vont faire que tu vas basculer dans le crime ou non. Et dans le cas de Jeffrey Dahmer, on le voit bien, son frère David, par exemple, même si c'est pas évoqué du tout dans la série, à 2 ou 3 reprises, on voit qu'il a un frère, mais c'est vraiment très, très lointain. Hein? On nous mentionne qu'il y a un frère, mais on n'insiste pas là-dessus. Il faut savoir que le frère de Jeffrey Dahmer, David, qui était plus jeune de presque 6 ans, n'a pas du tout suivi le même chemin que son frère assassin. Hein? Il a suivi des cours. Bon, faut savoir que les parents de Dahmer ont divorcé alors que lui, Dahmer, était âgé de 17 ans. Son frère David était âgé de 12 ans. C'est ce que j'allais dire, parce que quand on parle de background de famille, c'est souvent soit un parent qui est absent ou violent. Là. Oui, absolument. Mais dans le cas de Jeffrey Dahmer, ce qui est intéressant dans cet élément familial, c'est qu'au moment où les parents
parents de Jeffrey, ils sont dysfonctionnels. Le couple Dahmer est un couple dysfonctionnel, mais pas pire que certains qu'on voit là. Tu sais, je veux dire, des couples là, qui se chamaillent, un qui est un peu porté sur la bouteille, une mère un peu hystérique. Il y en a des millions des couples comme ça. Donc, le couple Dahmer, oui, il est dysfonctionnel, mais pas à l'extrême. Et au moment où les parents vont divorcer, Jeffrey est âgé de 17 ans, son frère est âgé à ce moment-là de 12 ans. Hein, comme je l'ai mentionné, ils ont 5, presque 6 ans de différence entre les deux. Ça veut donc dire que David Dahmer a grandi, a passé sa petite enfance dans le même environnement familial que Jeffrey Dahmer. Et pourtant, il n'a pas suivi la même trajectoire. On connaît pas beaucoup de choses de David parce qu'il a été très silencieux, mais ce que l'on sait, aujourd'hui, au moment où on se parle, il est âgé dans la cinquantaine, il est marié, il a 2 enfants, il a changé de nom, hein, il s'appelle plus David Dahmer, mais il s'appelle David Jones. Il a gradué de l'université de Cincinnati. Il est apprécié de ses voisins, mis à part une contravention pour un parking ou un excès de vitesse, il n'a jamais eu affaire à la justice. Donc, c'est vraiment un individu tout à fait différent de Jeffrey Dahmer. Et pourtant, ils ont traversé tous les deux leur petite enfance. Et c'est le moment le plus influent sur la vie de l'enfant. Ils ont traversé leur petite enfance tous les deux dans le même environnement. Et pourtant, David Dahmer, alias David Jones aujourd'hui, n'a pas suivi le même parcours que son frère. Donc ça, c'est intéressant. C'est un couple dysfonctionnel. Ça relance un peu ce débat. Hein. C'est est-ce l'ADN ou est-ce l'environnement? Ici, on a justement des éléments de réflexion. Jeffrey Dahmer, c'est un individu, on le voit très très bien dans la série, c'est un asocial, il est très introverti. Adolescent, il va s'initier à la taxidermie et fait preuve de cruauté envers les animaux. Et ça, faut le dire, c'est un trait qui est assez commun chez les tueurs en série, de commencer leurs expériences macabres sur des animaux. Dans la série, on essaie, par exemple, Dahmer et le père de Dahmer, Lionel, lorsque Jeffrey est arrêté, on voit que Lionel culpabilise en se disant, c'est vrai, quand tu étais jeune, je t'amenais avec moi, on ramassait des animaux morts et on faisait de la taxidermie. Il essaie de se culpabiliser, mais dans les faits, de toi à moi, s'il fallait que tous les jeunes qui se sont intéressés à la taxidermie, ou qui ont été initiés à la chasse ou à la pêche par leurs parents, devenaient des tueurs en série, on n'en finirait pas, là. C'est donc, il y a plus que ça, c'est pas le fait que Jeffrey Dahmer a été initié dans sa petite enfance à la taxidermie qui ont fait de lui un tueur en série. Mais c'est vrai que enfant, il avait cette fascination et le fait que son père l'ait initié à la taxidermie a pu contribuer à son intérêt pour l'anatomie, tout le reste, mais néanmoins, il a développé également cet aspect qu'on retrouve chez à peu près tous les tueurs en série, celui au départ de martyriser des animaux. On le voit pas dans la série, mais dans les nombreuses biographies qui ont été écrites sur Dahmer, il faut savoir que il lui est arrivé de crucifier des animaux dans le bois, par exemple, avec des clous puis tout ça. Bon, c'est assez sordide, mais c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de tueurs en série. Ensuite, lorsqu'il est adolescent, on le voit dans le film, mais moi j'ai trouvé personnellement qu'on n'avait pas insisté trop là-dessus, même si on le voit bien, puis peut-être que trop insister, ça aurait été redondant aussi, mais un des éléments qui est marquant dans la vie de Jeffrey Dahmer, et je pense qu'il faut pas le sous-estimer si on regarde la série, c'est son alcoolisme. Dès qu'il était adolescent, il a commencé à boire et son alcoolisme a été un problème marquant toute sa vie. Il a été renvoyé du collège, de l'université. Il a fait le collège. À plusieurs reprises, il y a eu des problèmes avec l'administration pour sa consommation d'alcool. Il s'est inscrit à l'université, qui n'a pas terminé. Il a été renvoyé pour des problèmes d'alcool. À ce moment-là, son père, voyant qu'il avait été mis à la porte de l'université, l'a forcé à s'inscrire dans l'armée. Il a été renvoyé de l'armée justement pour des problèmes d'alcool. Donc, l'alcool est un peu un élément qu'on retrouve omniprésent à partir de l'adolescence de Jeffrey Dahmer. Donc ça, on le voit dans le film. Peut-être qu'on insiste pas trop là-dessus, mais je pense que pour les auditeurs qui sont avec nous ce soir, si vous regardez la série, rappelez-vous que ce problème d'alcool, il a été omniprésent dans la vie de Dahmer. Dahmer a une particularité assez étrange par rapport à d'autres tueurs en série. Généralement, lorsque des tueurs
commencent à commettre des assassinats, ils vont crescendo. Ils vont modifier, vont améliorer leur modus operandi et ils vont aller crescendo et généralement la séquence des meurtres vont s'accélérer. Dans le cas de Dahmer, il y en a quand même quelques-uns. Là, je pense par exemple à BTK aussi qui a fait ça. Mais dans le cas de Dahmer, il y a un hiatus assez long. Comme je t'ai dit, BTK aussi à un moment donné a arrêté pendant des années de commettre des crimes, des assassinats, ce qui est très très rare. Ben, ce qui avait valu, puis là je fais un petit aparté, ce qui avait valu en fait à BTK de reprendre entre guillemets du service, c'est qu'il y a eu des émissions de télé où on parlait de lui, il avait terrorisé sa communauté, et à un moment donné on s'est dit ben il est peut-être mort. Et on a fait des émissions de radio, de télé, puis là, des gens ont dit, ben là, ça fait quand même quelques années qu'il est pas sorti de l'ombre, fait que généralement, les tueurs en série n'arrêtent pas d'eux-mêmes, ou bien ils sont incarcérés pour une autre raison, donc on les a mis au rencard bien malgré eux, ou bien ils sont décédés. Et à ce moment-là, BTK avait envoyé une lettre en disant je suis là, je vous vois, je suis toujours là, non, et à partir de là, il a repris du service, mais après un long hiatus de plusieurs années. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans le cas de Jeffrey Dahmer. Il commet son premier crime en 1978 et ensuite il va s'arrêter pendant 9 ans. Mais bien sûr, le crime n'est pas publicisé. Il assassine un jeune homme, il l'enterre, merci, bonsoir, puis on retrouve pas le cadavre. Donc, il y a pas de mouvement autour de la disparition de ce jeune homme qui a été assassiné. Donc, Dahmer va s'arrêter pendant 9 ans. Il va recommencer à commettre des crimes, des assassinats en 1987. Et à partir de là, il va suivre un peu la séquence qu'on retrouve chez d'autres tueurs en série. C'est-à-dire que plus les années vont avancer, plus il va accélérer la cadence, plus il va multiplier ses crimes. Les premiers crimes, son premier assassinat, il le commet chez lui, à la maison de ses parents, au domicile familial. Ses parents, son frère sont absents, donc il invite un jeune homme, on le voit bien. La série, comme je l'ai mentionné, puis je sais que je me répète, elle est assez précise dans les faits. Donc il invite un jeune homme, il l'assassine à coups d'haltère. Puis là, je veux pas vendre la mèche trop, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ont probablement pas tout vu la série, mais donc il l'assassine, se débarrasse du corps, et puis on n'en parle plus, merci, bonsoir. Donc ce premier crime, il le commet au domicile familial. Ensuite, après son retour de l'armée, où il a été, on l'a démissionné, si je puis dire. Ah oui, il s'est fait démissionner, ok. Ah oui, il s'est fait démissionner pour ses problèmes d'alcool. Donc, il va aller vivre pendant presque 6 ans chez sa grand-mère. Et là, il va commettre quelques crimes au domicile de sa grand-mère. Et ensuite, pour les autres crimes, les derniers, alors que la cadence s'accélère, il va les commettre principalement dans son appartement. Et on le voit bien à plusieurs reprises, on voit la porte de son appartement. On peut pas oublier que c'est le 213. Okay. Donc, c'était le 213 924 North 25e Street à Milwaukee. Cet édifice, aujourd'hui, a été complètement détruit après les crimes de Dahmer. Trop d'historique pour essayer de parce que on voulait éviter à plusieurs reprises, dans le cas de tueurs en série, il s'est développé une espèce de tourisme macabre. Et bien sûr, on voulait éviter déjà immédiatement après les meurtres de Dahmer, alors que l'édifice était toujours debout. D'ailleurs, on le voit bien dans le film, on a pratiquement un épisode consacré à ça, le après Dahmer. Donc, on voit des gens qui vont devant l'édifice, se font photographier pour dire « Wow, j'étais là où a eu lieu les crimes de Jeffrey Dahmer ». Donc, ça devient un attrait touristique et on comprend que la ville n'a pas besoin d'un attrait touristique comme celui-là. C'est assez curieux parce qu'encore une fois, avec les années, on voit comment la situation change. On a détruit l'édifice pour éviter ce tourisme macabre dans le cas de Jeffrey Dahmer, mais aujourd'hui, à Londres, une des attractions populaires, c'est avec des guides, on visite les endroits où Jack l'Éventreur a commis ses crimes. Donc, ce sont des guides historiens. Et 100% des animateurs de cette émission-ci l'ont fait. Oui, c'est ça. Donc, on suit ces crimes-là. Juste un petit peu tordu. On est tordu, effectivement. Donc, on va, avec ces guides, on va dans les sites. On visite Miller Court. Il y a quelques rues qui existent encore aujourd'hui. Box Row, aujourd'hui, s'appelle Dorset Street. Donc, on va dans Dorset Street. D'ailleurs, au bout de la rue de Dorset Street, il y a encore un édifice qui est debout, qui était là à l'époque de Jack l'Éventreur. Parce qu'il faut savoir que les crimes de l'Éventreur ont été commis
filmé principalement dans 2 quartiers du East End de Londres, les quartiers de Whitechapel et Spitalfield, et ce sont les quartiers qui ont été les plus endommagés durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc lorsque les Allemands bombardaient Londres, c'est principalement le East End de Londres qui a souffert de ces bombardements. On a littéralement reconstruit le East End, donc la géographie a énormément changé. Si Jack l'Éventreur arpentait encore aujourd'hui les rues du East End, il ne s'y retrouverait plus. Mais il y a quand même quelques édifices qui sont encore debout, et je me rappelle lorsque la première fois où j'ai fait ce tour guidé, on arrive dans Dorset Street, pas dans Dorset, dans ce qui était autrefois Box Row, qui est Donward Street, excuse-moi, pas Dorset Street, mais Donward Street. Là, le guide nous dit, voilà, au bout de la rue, vous voyez cet édifice, si Jack était là, il reconnaîtrait l'édifice. Donc, il y a cette espèce, c'est un peu macabre. Mais c'est drôle parce que on voit en comment on s'éloigne de la victime. Jack l'Éventreur, c'est un autre temps. Et c'est tellement loin de nous que on n'a plus cette sympathie ou cette empathie pour les victimes. C'est devenu un simple fait divers général, sans lien aucun avec nous. C'est du folklore, carrément. Oui, c'est ça. Même si bien sûr, quand on est sur place puis on nous raconte les atrocités de l'Éventreur, on a quand même une pensée pour les victimes. Mais c'est moins présent que dans le cas de Jeffrey Dahmer. Et bref. Jack l'Éventreur, on exploite les crimes. Dans le cas de Dahmer, on a décidé de détruire l'édifice pour justement éviter ce tourisme macabre. Tout le long de la série, on le voit bien, mis à part cette notion où à un moment donné, et je crois que c'est dans le premier épisode qu'il dit à une de ses victimes, de ses futures victimes, je vais te transformer en zombie. Mais on voit bien, on illustre bien que toute la vie de Jeffrey Dahmer, elle est marquée par cette absence, cette incapacité pour lui de se faire des amis de manière permanente et soutenue, et toujours cette peur obsessionnelle de l'abandon. Et c'est ce qui l'amène à multiplier ses crimes. Dès qu'un amant, en tous ses crimes, ce sont des hommes, hein, il frappe dans le milieu gay. Okay. Et à chaque fois que l'un d'entre eux dit bon ben je vais partir, et là Jeffrey, est-ce que je vais te revoir? Ben écoute, je vais te donner un coup de fil. Et là Jeffrey devient panique, hein. Il a l'impression qu'on l'abandonne, et c'est ce qui motive dans bien des cas ses crimes. Comme je l'ai mentionné, l'édifice en question, celui où il a commis ses derniers crimes, celui du 924 North 25e Street, lorsque Dahmer a été arrêté, bien sûr, on a retrouvé dans son appartement des restes macabres. Je laisse aux gens le découvrir dans la série, mais c'était en 1991 à ce moment-là. Et immédiatement après, Jeffrey Dahmer a fait des aveux complets. Donc, on a une bonne biographie de Dahmer, mais c'est vrai qu'il a beaucoup contribué. Hein. Il a reconnu immédiatement sa culpabilité devant les services de police. Je pourrais presque dire qu'il était quasi soulagé qu'on l'ait arrêté, et il s'est ouvert de manière explicite sur l'atrocité de ses crimes. À l'issue de son procès en 1992, il a été condamné à 957 ans de prison. Wow. Il faut savoir que dans le Wisconsin, la peine de mort a été abolie, sinon probablement que Jeffrey Dahmer aurait fait un détour par la chaise électrique. Et Dahmer a été assassiné en 1994, le 28 novembre 1994. Il avait 34 ans. Il a été assassiné en prison par un co-détenu. En fait, le co-détenu s'est attaqué à deux personnes, dont Jeffrey Dahmer, et les deux sont décédés. Dahmer est décédé le même jour, lorsque cette agression a été découverte par un des gardiens. Dahmer a été les deux agressés entre guillemets ont été envoyés à l'hôpital. Dahmer est décédé dans l'ambulance qui l'amenait à l'hôpital, et l'autre détenu agressé est décédé le lendemain. Donc c'est deux victimes qui sont décédées au cours de cette altercation impliquant 3 prisonniers. Avant qu'on fasse une pause, Christian, et qu'on passe à l'autre histoire, je te pose cette question-là parce que l'espèce de sentiment de dépendance affective de Dahmer, est-ce qu'on a su dans sa vie s'il avait vraiment manqué une grosse carence émotive de ses parents, là? Et c'est justement là qu'on pose le problème. Cette carence-là a pu se produire lorsqu'il était enfant ou la petite enfance, mais son frère David a vécu dans le même environnement. Rien nous permet de croire que Jeffrey a eu un traitement différent de son frère David. Puis ni un ni l'autre ne se sont comme dévoilés là-dessus, fait que ça reste une enfance normale. Là. Voilà, donc oui, dans un couple dysfonctionnel, mais comme il en existe des millions aux États-Unis, donc c'est un peu difficile. Je pense que
comportements, l'alcoolisme présent de Jeffrey Dahmer ont pu contribuer davantage à ce sentiment, exacerber ce sentiment là que tout le monde autour, qui l'empêchait finalement de développer des liens avec les gens de manière soutenue. Ça reste un peu mystérieux. C'est pas la première. Je voulais aussi mentionner avant qu'on aille à la pause que cette série sur Jeffrey Dahmer n'est pas la première fois qu'on adapte cette histoire-là parce qu'elle est terrible. Jeffrey Dahmer a fait l'objet de très nombreux documentaires, de très nombreux ouvrages. La vie de Jeffrey Dahmer a été portée pour la première fois au grand écran, mais en fait pour la télévision, dans un film qui s'appelle Dahmer le cannibale en 2002. Et ensuite, en 2017, on a fait une autre biographie de Dahmer, mais cette fois vue par l'un de ses amis, un de ses rares amis qui l'a côtoyé à l'époque où il était au lycée et au début de l'université. Et c'est un film qui demeure quand même basé sur une histoire vraie, mais quand même un peu une fiction, qui s'appelle Mon ami Dahmer, qui est sorti en 2017. Et donc, avant d'aller à la pause, si tu le veux, si le temps nous le permet, on a le temps. On va passer à la pause en écoutant la bande-annonce, malheureusement essentiellement en anglais, de ce film de 2002 qui s'intitulait Dahmer le cannibale en français. Il est disponible en français, même si la bande-annonce est en anglais. Donc, Dahmer le cannibale, un film de 2002. Voici la bande-annonce. You never heard anyone before? No. Never? Everyone knows his name. But no one knows the man. You okay? I ain't feeling so good. What's in those bags? Clippings from the garden? Behind his smile. Why are you following me? Why are you so paranoid? Behind his silence. Your grandmother says that you have a mannequin or something in your closet. Behind the legend lies the truth of Jeffrey Dahmer. Where's the key, Jeff? It was empty when I found it. My friend John was just taking him home. No, he is not his friend. He told me so. Now, this is my goddamn box. I want to see what's inside of it. But I won't report you this time. But if I come across the two of you again, I'm gonna haul you in. But you don't have to worry about that, sir. We're gonna behave ourselves. I know about these kind of problems, son. You're gonna need some help. Nothing you have heard can prepare you for the true story that shocked the world. I am a pervert, an exhibitionist, masturbator, and a killer. Starring Jeremy Renner and Bruce Davison. Discover the madness inside the mind of Dahmer. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Radio X. Ça va me faire peur. T'es pas avec moi en studio, Christian, mais il y a quelqu'un qui a collé une pancarte avec certains de nos collègues animateurs sur le coin d'une fenêtre en studio et j'ai vraiment fait le saut. On parle de psychopathe depuis tantôt. Je pensais que j'étais fixée, mais non, c'est Pierre Couture et Patricia Vincent qui sont là. À 19h39, presque 40, Christian, on va parler d'un personnage que je connais pas, pour être bien franche avec toi, surnommé le boucher Ed Gein, c'est ça? Ed Gein. En fait, dans le film, dans la série de Jeffrey Dahmer, à un moment donné, et encore une fois, je vais pas trop vendre de mèche, mais lorsque Dahmer est arrêté, il est conseillé par son père et par son avocat, et on lui propose de plaider la folie. Et on dit à Dahmer, tout ce que t'as fait, là, manger des morceaux de cadavres, garder des morceaux de cadavres chez toi, etc., c'est pas la première fois. On a un autre exemple semblable au Wisconsin. Et il dit, cet individu-là, c'est Ed Gein. Et Ed Gein a plaidé la folie. En fait,
il a pas vraiment plaidé la folie, tu vas le comprendre, mais c'est vrai qu'il a été déclaré fou et il a passé le restant de ses jours dans un institut psychiatrique. Donc on dit à Dahmer, de toute façon, tu vas être incarcéré le restant de tes jours, mais l'environnement d'un hôpital psychiatrique est quand même mieux qu'un environnement carcéral. Et Dahmer répond, oui, mais pour ça, faudrait que je dise que je suis fou et je ne le suis pas. Donc, qui est ce mystérieux Ed Gein auquel on fait référence ici? Là, je te le dis, avec Ed Gein, on est vraiment dans un univers et un univers à part. Ce Ed Gein, il est né le 27 août 1906 à La Crosse, au Wisconsin. Il a un frère aîné de 4 ou 5 ans et il est le deuxième garçon donc de George et d'Augusta Gein. Lui est marchand itinérant, vendeur, journalier, il va de petit boulot en petit boulot. Et sa mère, elle est femme au foyer. Les Gein sont d'obédience luthérienne, c'est leur religion. La mère, Augusta, est une véritable obsédée de la religion. Comme le père est souvent absent, marchand itinérant un peu, va de boulot en boulot, à la maison, Augusta va même garder des moments chaque après-midi pour parler à ses enfants, à ses deux garçons, Henry et Ed. Elle lui lit des passages de la Bible. Ce sont des passages principalement axés sur le péché, axés sur la rédemption, le jugement dernier. Il faut dire que Augusta, non seulement elle est obsédée, mais elle voit le mal partout. Elle déteste son mari parce que il est porté sur la bouteille, il est alcoolique aussi. Il est absent de la maison. Dans la rue, de temps en temps, il regarde les femmes. Pour Augusta, tout ça n'est que du péché. Elle le voit partout. Et bien sûr, elle enseigne à ses enfants de comment résister à la tentation et comment échapper au péché. Éventuellement, dans les années 30, la famille, Ed est né à La Crosse, ils vont déménager à Plainfield, qui se trouve à peu près à 1h30, 2 heures de route. On est toujours au Wisconsin, et vont acquérir une ferme sur un grand domaine. En fait, je dis un grand domaine, c'est pratiquement 5 hectares, mais c'est un endroit excessivement isolé. Et avec cette isolation, la mère va isoler même davantage ses enfants. Le père est jamais là et la mère continue de lire des passages de la Bible, garde ses enfants à la maison. Elle leur explique toujours un peu ces éléments du péché, tout ça. Et puis éventuellement, en 1940, le père, George Gein, va décéder d'une crise cardiaque. Il est âgé de 66 ans. Probablement que c'est lié à son alcoolisme. Et à ce moment-là, donc, les deux fils Gein qui continuent de vivre à la maison, donc Henry et Ed, vont aller de petit boulot en petit boulot pour subvenir aux besoins de leur mère, aux besoins de la ferme également. En ville, on les trouve quand même un peu bizarres. Ils ont pas d'amis. D'ailleurs, quand ils étaient enfants, leur mère les punissait s'ils tentaient d'avoir des amis ou s'ils parlaient à la maison qu'ils avaient développé des liens amicaux avec d'autres personnes. Ben voyons donc. Augusta Gein, avoir des amis, c'était le péché. Et voilà qu'en 1944, donc la cellule, après la mort du père, tu comprends que la cellule Gein se limite essentiellement à Henry, Ed et leur mère Augusta. Et puis en 1944, il y a un incendie, un feu de broussailles qui se déclare chez les Gein et les pompiers arrivent rapidement, on éteint les flammes et après l'incendie, Ed dit aux pompiers, j'arrive pas à retrouver mon frère Henry. Et là, on fouille le terrain, on fait une recherche et éventuellement, on trouve le corps d'Henry. Le médecin légiste, sans autopsie, c'est important, sans autopsie, va conclure que Henry est probablement décédé par asphyxie. Mais en même temps, ça ne convainc pas tous les biographes d'Ed Gein. Parce qu'il faut savoir que Henry, à ce moment-là, parlait de plus en plus de quitter la cellule familiale et d'aller emménager avec une femme divorcée. Donc, Ed aurait pu tuer son frère Henry. C'est peut-être le syndrome ici, Caïn et Abel. Il aurait pu en vouloir Henry parce que Henry menaçait de quitter la cellule familiale et en même temps, il voulait emménager avec une femme divorcée en dehors des liens du mariage. Donc, c'était quelque chose de tout à fait péché. Mais bref, il s'est condamné lui-même à mort. Voilà, donc à ce moment-là, on ne sait pas trop quelle est la véritable cause du décès d'Henry, mais il faut savoir que officiellement, il serait décédé par asphyxie après l'incendie. Donc, après la mort d'Henry,
Il ne reste dans la famille que Ed Gein et sa mère. Ils vivent dans cette ferme de Plainfield qui est excessivement isolée. Et peu après la mort de Henry, Madame Gein, Augusta, est victime d'un AVC qui la laisse en partie paralysée. Donc Ed voit non seulement à subvenir aux besoins de la ferme, aux besoins de sa mère, mais c'est également lui qui doit s'occuper de l'entretien, de s'occuper de sa mère, de la laver, de sa toilette, tout le reste. Et un an après, là on est en 1944, en 1945, Madame Gein, parce que l'incendie, c'est l'incendie dans lequel est mort Henry, s'est produit en 1944. En 1945, Madame Gein est victime d'un autre ACV et éventuellement, elle va décéder, sa santé va rapidement décliner et elle décède à ce moment-là. Pour Ed Gein, son univers s'effondre. Il est seul, il est dans cette ferme, isolé, il n'a pratiquement aucun contact avec l'extérieur. Et à ce moment-là, peu à peu, il sombre dans la folie et sa folie n'est pas la moindre. Il va se découvrir peu à peu un intérêt pour les pulp magazines. Hein? On dit pulp magazine parce que le papier était tellement de mauvaise qualité qu'on voyait la pulpe du papier, hein? D'où le nom pulp magazine. Donc c'était des petits magazines bon marché qu'on retrouvait dans les kiosques. Et Ed Gein va développer une fascination pour les histoires qui touchent le cannibalisme et les horreurs nazies. Il s'enfonce dans cette folie. Il va condamner des parties de la maison, hein, des pièces, dont notamment la chambre de sa mère, dans laquelle il ne remettra jamais les pieds. Il va limiter ses quartiers, si je puis dire, à sa chambre, à la salle de séjour, le salon et la cuisine. Et là, peu à peu, il s'isole, il reste avec ses fantasmes. Et puis voilà qu'en 1957, une certaine Bernice Warden, qui est la propriétaire d'un magasin général, disparaît mystérieusement. Donc, son fils, qui s'adonne curieusement à être un policier, l'assistant du shérif, lorsque le magasin, parce que les gens, elle disparaît alors qu'elle est au travail, elle est la propriétaire, comme je t'ai mentionné, du magasin général. Donc, les gens qui vont en fin d'après-midi, des clients arrivent au magasin, ils sont surpris de trouver la porte du magasin débarrée, mais personne à l'intérieur. On appelle, on ne trouve nulle part Madame Warden. Alors évidemment, on s'inquiète, on informe son fils, qui, comme je l'ai mentionné, est l'assistant du shérif. Lui arrive sur place aux alentours de 17 heures. Il constate à ce moment-là qu'il y a un peu de sang derrière le comptoir, que la camionnette du commerce a disparu. Alors qu'il se met à fouiller. Mais il n'y a rien d'autre vraiment que bouger. Il fouille, donc il n'y a pas eu de vol, parce qu'on aurait pu penser à un vol qui a mal tourné, mais ça semble pas être le cas. En fouillant dans les registres, il découvre que la veille, Ed Gein qui est d'une intelligence très limitée, hein. Il passe un peu pour l'idiot du village. Tout le monde le connaît. Il a fait un peu de gardiennage. T'as besoin de quelqu'un pour tondre ta pelouse. Ed Gein est toujours là. C'est vraiment l'idiot du village. Hein. L'expression qu'on pourrait utiliser, c'est vraiment l'idiot du village. Ah, ouais, et là, okay. quand on regarde le registre, on découvre, le policier, hein, Frank Warden, découvre que la veille, Ed Gein est passé au magasin pour acheter un bidon d'antigel. Mais pour une raison un peu nébuleuse, il a dit « Je le prendrai pas tout de suite avec moi, je vais revenir demain matin le chercher ». Donc, en théorie, s'il est venu le lendemain matin chercher le fameux bidon d'antigel, il est peut-être le dernier à avoir vu Madame Warden dans son magasin. Donc, évidemment, on veut questionner Ed Gein, et des gens faisant une enquête de voisinage racontent, on dit « Oui, Ed, on l'a vu ce matin, puis on a vu votre mère également qui jasait avec lui. Un client, par exemple, dit « J'étais dans le magasin quand Gein est arrivé, et tout allait bien, votre mère était derrière le comptoir, et quand je suis quitté le magasin, elle était en pleine discussion avec Ed Gein. » Donc, visiblement, Ed Gein est peut-être la dernière personne à avoir vu Madame Warden. Donc premier suspect. Et donc, il devient rapidement le premier suspect. Donc, le jour même, on lance un avis, hein, on veut parler à Ed Gein. Il est arrêté le soir même dans un magasin de West Plainfield. On l'amène au poste. Et au moment où on commence à discuter avec lui, le shérif du comté, où se trouve, parce que lui a la juridiction où se trouve la ferme de Ed Gein, obtient un mandat pour faire une perquisition, pour voir si on ne trouverait pas de traces de Madame Warden. Et à ce moment-là, donc, Gein est détenu et on envoie donc les policiers sur place. Et lorsque les policiers arrivent sur place,
ils vont être confrontés à quelque chose qu'on n'a jamais vu. En entrant dans la grange qui est adjacente à la maison de Ed Gein, ils vont découvrir le corps décapité de Madame Warden. Elle est nue, pendue par les pieds, et elle a une entaille qui va de la vulve au milieu de la poitrine. Et si on lit le rapport de police, on dit elle a été éventrée comme un chevreuil. Donc les organes, littéralement, c'est ça, comme un animal. Voilà, donc les organes ont disparu et la tête a disparu. Et quand les policiers entrent dans la maison, il y a une odeur épouvantable. Il y a un fouillis là, tout à fait incroyable, un capharnaüm. Et là, on va découvrir des restes macabres. J'ai ici un peu la liste de ce qui a été trouvé chez Gein. Une grande quantité d'os humains, un panier fait de peau humaine, plusieurs chaises dont les sièges ont été recouverts de peau humaine, des crânes humains placés en 4 montants de son lit, plusieurs crânes de femmes, des bols faits de peau humaine, un corset fait avec le torse d'une femme, des épaules à la taille, incluant les seins, des cuissards faits de peau humaine, des masques faits de retailles de peau humaine cousues ensemble, un masque fait avec le visage de Mary Hogan, une tenancière de taverne d'ailleurs qui a disparu mystérieusement en 1954. Dans une boîte de bois, le crâne de la même Mary Hogan. Dans un sac de jute, la tête entière de Madame Warden, dont le corps décapité, comme je l'ai mentionné, a été retrouvé dans la grange. Le cœur de Madame Warden dans un sac au pied de la cuisinière de Ed Gein. 9 vulves dans une boîte de chaussures. Une robe de fillette et 2 vulves à peine pubères. Le rapport mentionne 14 ou 15 ans. Une ceinture faite de mamelons de femmes. 4 nez. Une paire de lèvres utilisées comme poignée pour tirer des stars, un abat-jour fait de peau humaine, une collection d'ongles de femmes. Et on va découvrir, en interrogeant Ed Gein, on va apprendre, il a tué 2 femmes, il reconnaît avoir assassiné 2 femmes. On va découvrir que, parce que là je vois que le temps file énormément, mais au cours des années, il est allé des dizaines de fois dans des cimetières locaux, il a déterré des cadavres, il prenait la peau de ces gens-là, et après la mort de sa mère, il s'est fabriqué un costume complet dans lequel il se glissait et devenait sa mère. Donc, il parlait avec la voix de sa mère quand il avait ce costume de femme fait de peau humaine. Éventuellement, tu comprends que Ed Gein a été déclaré complètement fou. C'est ça, il n'y avait pas besoin de plaider la folie. Donc voilà, contrairement à ce que l'on dit dans la série Jeffrey Dahmer, Gein n'a pas plaidé la folie, il est fou. On l'envoie donc dans un institut psychiatrique. En 1968, les médecins jugent qu'il est apte à faire face à la justice. On le retourne devant le tribunal. Il est condamné pour le meurtre de Madame Warden, cette tenancière de magasin général, la mère de l'assistant shérif qui a été retrouvé éventré comme un chevreuil, pour citer le rapport de police. Pour l'autre assassinat qu'on suppose qu'il a commis, donc Mary Hogan, la tenancière de bar disparue en 1954, Gein dit, je l'ai tué, mais je me rappelle pas qu'est-ce qui s'est passé. Donc, on le juge essentiellement pour le meurtre de Madame Warden. Il est reconnu coupable, mais le juge comprend bien que l'environnement carcéral n'est pas le meilleur pour Ed Gein. Il est renvoyé en prison, où il va éventuellement décéder en 1984, à l'âge de 77 ans, d'un cancer du poumon. Pour te citer, là, parce que on en est rendu dans les dernières minutes, Ed Gein est un personnage tout à fait à part. Ce n'est pas un tueur en série parce qu'on ne lui connaît que 2 meurtres, alors que les tueurs en série, selon la définition du FBI, doivent avoir 3 meurtres à leur actif. Okay, ce n'est pas le cas dans Ed Gein. Mais là, lui, et dans le cas de Gein, il n'y en a que 2, mais on le suspecte possiblement du meurtre ou la disparition d'une gardienne d'enfants disparue à la crosse. Donc, il est possible que Gein soit impliqué dans cette 3e disparition, mais on n'a pas de certitude. Ce qui rend Ed Gein un personnage hors du commun, c'est bien sûr tout cette paraphilia qu'il avait de conserver des restes humains, de se faire des costumes avec ces restes humains, des masques, et tu comprends? Et de la décoration. Et de la décoration. Les gens qui nous écoutent ce soir ont probablement compris que c'est Ed Gein qui a inspiré le film Psycho d'Alfred Hitchcock, quand ce Norman Bates joue le rôle de sa propre mère qu'il garde. D'ailleurs, dans le cas d'Ed Gein, il raconte qu'à un moment donné,
il a déterré une femme d'âge moyen qui trouvait qu'elle ressemblait à sa mère. Donc, il l'a ramenée chez lui pendant un certain temps et il l'a utilisée pour fantasmer. Donc, quand on voit dans Psycho, par exemple, d'Hitchcock, quand Norman Bates, et même la série aussi qui a été faite, qui a été disponible, je crois, aussi sur Netflix, quand Norman Bates s'incarne sa mère, tu sais, oui, maman, il change sa voix. Ben, bien sûr, on s'est inspiré de Ed Gaines. C'est le même Ed Gaines qui a servi d'inspiration au film Massacre à la tronçonneuse. C'est le même Ed Gaines qui a inspiré Letterface, un personnage qu'on retrouve dans Massacre à la tronçonneuse, mais dont on a fait un film également, qui porte un masque fait de peau humaine. Et c'est lui aussi qui a inspiré le personnage de Texas Bill dans Le silence des agneaux, en cet homme qui se faisait des costumes ou des vêtements avec de la peau humaine. Tout ça est inspiré d'un seul et unique personnage, une exception dans les annales criminelles mondiales, Edward Gain. J'ai envie de dire wow, mais je suis comme un peu mixed feelings avec tout ce que tu viens d'énumérer comme création cinématographique et des classiques. C'est épouvantable. Ouais. Écoute, c'est hors norme. Hein? Et Gain, pour lui, il vivait dans un monde tel que lorsque les policiers l'ont interrogé, il a raconté, bien sûr, qu'il avait commis tel ou tel crime, avait déterré des cadavres, mais jamais, à aucun moment, d'ailleurs, il y a un incident assez particulier, à aucun moment, il y a eu des regrets pour ça, et quand il le racontait, il y a eu une altercation assez solide entre un des policiers du shérif et Ed Gain. Ed Gain a été pris à la gorge, on l'a un peu brutalisé et c'est resté un peu dans l'histoire de la communauté. Et éventuellement, il faut savoir que la ferme de Ed Gain a été reprise par la municipalité. On l'avait proposé immédiatement après l'arrestation d'Ed Gain. On est en 1957. Immédiatement après, on a voulu mettre la ferme en vente, mais avant qu'elle soit vendue, déjà on parlait de ce tourisme macabre. Ben oui. Hein, ça circulait des gens. On disait qu'un promoteur voulait acheter la ferme de Gain pour éventuellement amener des gens à visiter l'endroit. Avant qu'elle soit vendue. Quel feu! Ouais, avant qu'elle soit vendue, t'as tout compris, la ferme a été incendiée par une main criminelle non identifiée. Mais bref, la ferme de Ed Gain a été rasée. Il faut quand même savoir qu'au titre d'éléments macabres, la Ford 1949 d'Ed Gain, une voiture dans laquelle il a transporté les cadavres qu'il déterrait au cimetière, cette voiture a été vendue aux enchères pour $750, qui est à peu près $8 500 dans l'argent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon Dieu! Elle était achetée par un forain qui s'appelait Bonnie Gibbons, et Bonnie Gibbons chargeait 25 cents aux gens pour s'asseoir dans la voiture de Ed Gain et se faire prendre en photo au volant de la voiture de Ed Gain. Je suis certaine qu'il a fait de l'argent avec ça. Sûrement. Éventuellement, la voiture a disparu, puis merci, bonsoir. Mais tu vois un peu ce personnage, il a inspiré des films, il continue d'inspirer des personnages. Et là, je t'ai mentionné Massacre à la tronçonneuse, Psycho, mais dans American Horror Story, on reprend le personnage, on l'évoque dans plein de films, Edward Gain, parce que cet individu qui se costumait de chair humaine, c'est vraiment une exception. C'est quelque chose de vraiment... Quand tu dis on a atteint la limite de l'imaginable et de l'intolérable, Ed Gain est allé au-delà de ça. Il a repoussé les frontières de l'horreur et les images, on a encore des photographies des scènes de la scène de crime, en fait, là où on a trouvé ces éléments tout à fait sordides. Je sais, pour les plus macabres d'entre vous, il y a quand même des images qu'on peut retrouver sur le web. Quand j'ai fait ma série sur les crimes occultes, j'ai rencontré des policiers de Plainfield, la ville existe toujours aujourd'hui, même si East Plainfield a été fusionné à la ville, n'existe plus. J'ai pu voir à peu près toutes les photographies qui ont été prises par les policiers. C'est vraiment une histoire tout à fait sordide, et je comprends que lorsque Jeffrey Dahmer a été arrêté, ses crimes n'avaient peu d'éléments communs avec les autres crimes commis, sauf peut-être ceux d'Ed Gain. Ed Gain, le boucher de Plainfield. Merci, Christian. Ça m'a fait plaisir. Quand on fait un cherche et trouve, là, tous les morceaux qu'on est capable de retrouver dans sa demeure, dans son ancienne demeure ou d'objets, c'est quoi, une dizaine de personnes?
qui ont été... En fait, on le sait pas, non, mais il y a 2 assassinats clairs. Okay. À l'époque, on n'a pas fait de test ADN pour déterminer la parenté entre les ossements. Okay. Le rapport de police dit qu'un nombre incalculable d'os humains, visiblement, on a quand même trouvé, tu l'as bien mentionné, je pense que c'est 14 crânes qu'on a retrouvés chez Ed Gein. Donc, il y avait 2 têtes dont on connaît que ce sont qu'il reconnaît être des victimes d'assassinat. Ça veut donc dire que minimalement, il a pris les crânes de 12 personnes qu'il a déterrées de cimetière. OK, allez pas voir les images, j'ai fait l'erreur de faire ça. Ou en tout cas, si ça vous intéresse d'avoir un abat-jour... en peau humaine. Ouais, c'est ça, de construction originale, on va dire ça de même. Ouais. Plusieurs auditeurs nous ont écrit aussi Buffalo Bill. Buffalo, c'est ça, excuse-moi, j'avais dit Texas Bill, c'est Buffalo Bill, effectivement. Merci, nos auditeurs connaissent les tueurs en série aussi. Ça fait toute une gang de psychopathes le jeudi soir qui se rencontrent et qui se font des peurs. J'adore ça, Christian, en passant. On est sordide. Oui, et c'est pour un public averti. Juste pour dire aux auditeurs que lundi prochain, on va être le 3 octobre, soirée des élections provinciales. Donc, ça va être une émission spéciale. On sera pas là, alors on se revoit, nous, on se reparle plutôt mardi prochain. Donc, un excellent long week-end aux auditeurs et demain, ce sera les meilleurs moments des émissions de la semaine. Je te souhaite une bonne fin de soirée, Christian. Merci beaucoup, beaucoup. Bye bye. C'est toujours un plaisir d'être avec toi les soirs de semaine pour Radio X-Files. Plaisir partagé. Bye bye. Bye bye.